Il n'y a plus de doute, les élections auront lieu le mois de juillet prochain. L'assurance a été donnée ce matin à l'issue de la réunion du comité de suivi et de la mise en œuvre de la feuille de route. La mission de formation des militaires maliens se déroule désormais dans un cadre légal. Le gouvernement du Mali et l'Union européenne ont signé cet après-midi un accord. Dans ce cadre, le coût de la formation est estimé à 8 milliards de francs CFA. Sport, football, compétitions africaines des clubs, les 11 créateurs de Niarela jouent demain au 16e de finale retour de la Coupe de la Confédération contre l'Étoile sportive du Sahel de Tunis. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous ouvrons ce journal par ce message du président de la République. C'est ce jeudi 4 avril 2013 que le Sénégal célèbre l'anniversaire de son accession à l'indépendance. À cette occasion, le président de la République par intérim a adressé un message de félicitations à son homologue Macky Sall. Dans ce message, Dioncounda Traoré salue les efforts louables que ne cesse de déployer le président Sall en faveur de la paix et de la sécurité dans la sous-région. Cela dit, plus de 125 millions de francs CFA, c'est le montant collecté au titre de l'effort de guerre pour cette journée de jeudi. 115 millions comme contribution des Maliens de Congo-Brazzaville et 10 millions 400 000 francs CFA par les Maliens de Zambie. Le président de la République par intérim, professeur Dioncounda Traoré, a reçu les 2 chèques aujourd'hui. Reportage Mohamed Touré. La mobilisation autour de l'effort de guerre s'accroît de jour en jour et cela dénote de l'élan de patriotisme de l'ensemble des Maliens. Ainsi, pour sa 2e contribution, les Maliens du Congo-Brazzaville viennent de remettre au président de la République par intérim un chèque de 115 millions de francs CFA et ceux de la Zambie 10 millions 40 000 francs CFA. Le président de la République par intérim a qualifié ces donations de hautement patriotiques. Nous sommes une fois de plus convaincus de l'attachement profond des Maliens de l'extérieur à leur chère patrie, a-t-il ajouté. Ce qui se passe au Mali, ça nous fait mal au cœur. Donc c'est pourquoi nous sommes réunis au nom de tous les Maliens du Congo pour faire un don de 115 millions qui représente notre 2e contribution que le consul-honneur vient de vous expliquer tout à l'heure. Ce que je tiens à les autres pays qui ne sont pas encore contribués. Aujourd'hui, le Mali passe une période très difficile. Donc, chaque Malien et chaque Malien qui soit à l'extérieur, qu'il sache aujourd'hui que notre pays vit dans une situation très difficile par rapport même à un petit moyen de faire ce qu'au pays. Les Maliens de l'intérieur et de l'extérieur, c'est la même chose. Nous aussi, avec les petites sommes que nous avons, venir à cœur que notre pays est dans le danger. À noter que c'est la 2e fois que les Maliens du Congo-Brazzaville contribuent à l'effort de guerre. La première contribution était de 32 millions de francs CFA. D'autres actions suivront bientôt, selon toujours le président du Haut Conseil des Maliens de Congo-Brazzaville. Juste après la cérémonie de remise de chèques, le président de la République par intérim a reçu successivement la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Marie-Antoinette Okimba-Bousque, et une délégation des catholiques Relief Service composée du vice-président exécutif de la directrice régionale de l'Afrique de l'Ouest. Avec la représentante du HCR, il a été question de la situation générale des réfugiés dans la sous-région. Et quant à la délégation des catholiques Relief Service, elle entend diversifier les actions dans notre pays. Compte rendu, Mohamed Touré. La situation des réfugiés maliens dans les pays voisins et celle des réfugiés, notamment mauritaniens, sur le sol malien, voilà entre autres sujets que la représentante du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a évoqué avec le président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré. Nous avons parlé des opérations du HCR au Mali, notamment la question liée au problème des déplacés internes dans le pays, ainsi que des réfugiés qui vivent sur le territoire malien depuis plus de 25 ans, s'il s'agit des réfugiés mauritaniens. Et nous avons longuement parlé de la question du retour des réfugiés maliens qui vivent dans les camps des réfugiés au Burkina Faso, au Niger et en Mauritanie. Juste après, le président de la République par intérim a reçu une délégation de catholiques Relief Service composée du vice-président exécutif Schuller Torup
et de la directrice régionale de l'Afrique de l'Ouest, Dorothy Madison-Sek. Il a été question des activités que mène Catholic Relief dans notre pays et les voies et moyens de les améliorer. Parler surtout des différentes activités que le programme CRS est en train de mener à travers les communautés diminuées ici au Mali. Nous avons aussi parlé de la question concernant les civils ici, la question concernant les prospects pour l'avenir dans ce pays, mais aussi d'apporter la solidarité des peuples américains pour le futur du Mali. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget a l'honneur d'informer le public que la situation du compte bancaire ouvert à la BDM-SA intitulé « Appui aux forces armées » présente à la date du 29 mars 2013 un solde de 2 367 252 209 francs CFA. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget profite de cette occasion pour renouveler sa profonde gratitude à l'ensemble des généreux donateurs et les informer que la liste complète des donateurs figure sur le site web du ministère de l'Économie, des Finances et du Budget. Je vous le disais dans les titres, les élections auront bel et bien lieu le mois de juillet prochain. L'assurance a été donnée ce matin à l'issue de la deuxième réunion du comité de suivi et de la mise en œuvre de la feuille de route. Le ministre de l'administration territoriale a aussi révélé pour l'occasion que notre pays aura, selon les estimations actuelles, une population électorale de près de 6,9 millions. La réunion présidée par le Premier ministre a noté aussi la présence de tous les acteurs impliqués dans la préparation des élections à venir. Modibo Marico. De l'information donnée à l'issue de près de 2 heures de réunion du comité de suivi, on note que la production de la liste électorale se fera sur la base du RAVEC, recensement administratif à vocation d'état civil. Le choix du fichier est fait, ce sera les biométriques. Selon le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, près de 6,9 millions d'électeurs seront appelés à voter le mois de juillet prochain. Le financement pour cela est même bouclé. Nous avons suffisamment de financement à ce jour pour nous permettre d'envisager sereinement les échéances de juillet afin de conduire les élections. Nous allons probablement organiser d'abord les présidentielles et si c'est possible de coupler, mais pour le moment nous sommes en train d'envisager plusieurs options. Mais pour vous dire que c'est pas ça le plus difficile, c'est pas ça le plus difficile. Qu'on ait des élections couplées ou pas, il s'agit dans la même période d'essayer d'envisager d'organiser les deux élections. Pour ce qui est de la participation des déplacés aux élections, le ministre informe que la période de révision exceptionnelle des listes électorales sera mise à profit pour les inscrits dans les centres et bureaux de vote de leur choix. Quant aux réfugiés, des dispositions sont aussi en train d'être prises. Pour les réfugiés, nous sommes en contact avec la Mauritanie, l'Algérie, le Niger et le Burkina Faso et aussi en liaison avec le HCR afin de voir dans quelles conditions nous allons permettre aux Maliens qui ont été obligés de quitter leur pays ces derniers temps de pouvoir participer aux opérations de vote de juillet. Pour ce qui concerne les autres Maliens installés normalement dans ces pays, ils pourront toujours voter au niveau des ambassades et des consulats. Le ministre ajoute qu'il y aura une relecture de la loi électorale pour l'adapter au contexte nouveau. Le Premier ministre Django Sissoko a successivement reçu en audience cet après-midi le vice-président de la Banque islamique de développement et une délégation de l'International Crisis Group. Au cours de ces deux audiences, il a été notamment question de coopération et de développement avec la BID, d'élections prochaines au Mali, mais aussi de la situation de crise, compte rendu Mahamadou Doumbia. Le Premier ministre Django Sissoko, au cours de cette première audience, a reçu le vice-président de la Banque islamique de développement. Résident à Jeddah, en Arabie Saoudite, le vice-président est venu discuter en tête-à-tête de tous les angles de coopération et de développement entre la Banque islamique de développement et le Mali. L'appui de la BID n'a jamais varié, elle ne va qu'en croissant. Avant, pendant et aussi pour préparer les échéances économiques futures. Évidemment, nous sommes avec le ministre des Finances. Nous avons montré notre disposition à appuyer les programmes prioritaires de ce pays-là en matière de développement. Vous savez que la BID a déjà engagé presque 700-800 millions de dollars depuis le début de nos interventions. Et que actuellement et même pendant la crise, nous avons 20 projets qui sont actifs d'un montant pas loin de 400 millions de dollars. En deuxième lieu, une délégation de l'International Crisis Group a été reçue par le Premier ministre. Au menu, la situation de crise au Mali, les élections législatives et présidentielles en vue.
J'étais très heureuse que le Premier ministre puisse me recevoir, évidemment pour faire le point, essayer de bien comprendre l'échéancier électoral, le processus de dialogue et de réconciliation, la mise sur pied de cette commission, et tout le volet sécuritaire, la présence internationale. Alors, il y a beaucoup de choses à discuter, et c'est surtout, en fait, sur le processus politique que nos propos se sont engagés. Nous allons publier un rapport pour faire un peu la mise au point sur la situation présente au Mali, avec des recommandations qui s'adresseront aux acteurs nationaux et internationaux sur toutes ces questions-là. Autre grand titre de ce journal, le gouvernement du Mali et l'Union européenne ont signé cet après-midi un accord d'établissement de la mission de formation des militaires maliens dénommée EUTM. Par cette signature de cet accord, la mission se déroule désormais dans un cadre légal. Une mission de 15 mois qui vise à former 4 bataillons de 700 hommes chacun. L'objectif est de permettre au Mali de disposer d'une armée républicaine et capable de défendre l'intégrité du territoire. Pour ce faire, 550 instructeurs européens seront mobilisés pour un budget de plus de 8 milliards de francs CFA. La cérémonie de signature de l'accord s'est déroulée au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Bourama Traoré. La poignée de main est chaleureuse et l'acte est historique. C'est le tout premier accord militaire conclu entre le gouvernement du Mali et l'Union européenne. La signature de cet accord donne ainsi un caractère juridique à la mission européenne de formation des militaires maliens dénommée EUTM. Au total, 550 instructeurs européens sont chargés de remettre à niveau les forces armées et de sécurité du Mali. De façon précise, mettre en place une armée républicaine et robuste capable de faire face à toutes sortes de menaces. La mission EUTM, ce n'est pas seulement la formation des soldats à Koulikoro, mais c'est aussi aider et travailler avec les autres officiers de l'état-major et du ministère de voir comment mieux faire, de tirer les leçons des derniers 50 ans depuis l'indépendance de l'armée, pourquoi on est arrivé dans l'état où on est, et comment sortir que plus jamais. L'ère de la refondation de l'armée malienne a donc sonné. La mission EUTM permettra de former 4 bataillons de 700 hommes chacun, selon un chiffre du ministère des Affaires étrangères. Pour les premiers responsables de ce département, l'initiative est tout simplement salutaire. Cette mission n'est pas la moins importante, car c'est elle qui va nous aider à former une armée républicaine pour défendre le territoire, pour défendre les populations du Mali, mais aussi pour nous permettre de reconstruire notre régime républicain et démocratique, car elle pourra s'adosser à une armée républicaine consciente de ses devoirs, consciente de ses missions et ayant les moyens pour y faire face. Cette formation de l'armée malienne a débuté le 2 avril dernier au centre d'instruction Bouakar Sadassi à Koulikoro. Une formation qui s'étend sur 15 mois et va coûter à l'Union européenne plus de 8 milliards de francs CFA. Le déjeuner d'adieu à l'honneur du docteur Thierry Ange Ella Ondo, représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au Mali, s'est déroulé à Bamako. C'était en présence des ministres de l'Environnement et de l'Assainissement, de l'Élevage et de la Pêche, des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ainsi que des ambassadeurs et représentants des organisations internationales. Reportage Rachel Tessougué. Le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en fin de mission au Mali a été élevé au grade de chevalier de l'Ordre national du Mali à titre étranger. Durant une année et demie, il a eu à relever plusieurs défis. En effet, sa prise de fonction a coïncidé avec l'éclosion d'une des crises alimentaires les plus graves que le pays ait connues suite à la mauvaise campagne agricole 2010-2011 et à la menace acridienne. La coopération de la FAO avec le Mali au cours de cette période difficile a été dynamique. Elle a été notamment marquée par la signature avec le ministère des Affaires étrangères de 3 projets de coopération technique d'un montant de près d'1 milliard et par la mise en œuvre de divers projets. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a félicité le docteur Thierry Ange Ella Ondo pour son séjour bref mais riche, avec une direction clairvoyante dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture. En effet, ayant très vite compris que la volonté du gouvernement est de faire du Mali une puissance agricole,
Vous n'avez ménagé aucun effort pour impulser une nouvelle dynamique dans la mise en œuvre des projets et programmes dans le secteur de l'agriculture, tout en mobilisant davantage de ressources. En outre, le cadre de programmation pays 2013-2017 en cours d'élaboration est une illustration parfaite de la détermination du représentant de la FAO à appuyer le Mali à atteindre ses objectifs dans le domaine de la production agricole et de la gestion durable des ressources. Les États-Unis répondent aux besoins humanitaires du Sahel avec une aide supplémentaire de 25 milliards de francs CFA, ce qui complète à 260 milliards de francs CFA l'appui que les États-Unis pour la région du Sahel en un an et demi. Plus de 560 000 Maliens affectés par la crise sécuritaire bénéficieront de cette aide composée de vivres, de plusieurs autres produits de première nécessité. Ce sont là quelques informations que l'on peut retenir de la conférence de presse animée ce matin par l'ambassadeur des États-Unis au Mali. La conférence a été suivie par Mohamed Diarra. Les États-Unis honorent leurs engagements vis-à-vis des pays du Sahel. Ils accordent une aide supplémentaire de 25 milliards de francs CFA au profit des populations du Sahel. Une bonne partie de cette aide est destinée aux populations des régions du nord du Mali. Les effets bénéfiques de notre aide humanitaire s'étendent même au-delà de ce que vous pouvez compter ou peser. Nous cherchons toujours les meilleures voies et moyens par lesquels les populations bénéficiaires peuvent tirer le maximum d'avantages durables de toute l'aide que nous donnons. Un appui qui arrive à propos puisque l'insécurité alimentaire est une menace réelle dans ces régions. Le programme alimentaire mondial tire la sonnette d'alarme. La situation de sécurité alimentaire reste très préoccupante au nord du pays, à cause des activités économiques réduites, du manque de financement des marchés, du manque de disponibilité de liquidités et de l'utilisation accrue de stratégies d'adaptation négatives par les populations. Le Mali bénéficiera donc de 2500 tonnes de riz, 650 tonnes de petits pois, 200 tonnes d'huile végétale et on en oublie volontiers. De quoi soulager la population affectée par les difficultés alimentaires. Le partenaire américain n'attend pas s'arrêter en si bon chemin. Plus de 4500 tonnes de denrées alimentaires acquises dans le cadre du programme d'achat de vivres au niveau local en cours provient des secteurs et des commerçants appuyés à travers l'initiative présidentielle de sécurité alimentaire des États-Unis. Ce programme de développement qui se poursuit permettra cette année à plus de 40 000 producteurs d'accroître leur production et leur productivité, boostant du coup la sécurité alimentaire au Mali. En plus de l'aide humanitaire, les États-Unis apportent une assistance au Mali dans le domaine de la sécurité à travers un appui logistique pour la libération des régions du Nord. Le pays de l'oncle Sam s'est aussi montré efficace en matière de renseignement dans la traque des terroristes au Mali. En somme, cet appui humanitaire des États-Unis marque des points dans la coopération bilatérale entre les deux pays. La Banque africaine de développement au Mali, BAD, fait le point de sa nouvelle stratégie de financement des projets dans notre pays. C'est à la faveur de l'ouverture des travaux de la banque relatifs au portefeuille de projets financés par l'institution pour l'année 2013. La BAD envisage le financement de 5 grands projets au Mali pour plus de 112 milliards de francs CFA. Adama Kodjo. Comment rendre efficace le financement de ces projets malgré la crise? C'est la nouvelle stratégie de la Banque africaine de développement au Mali. La banque entend financer au titre de l'année 2013 5 grands projets dits prioritaires dans notre pays. La Banque africaine de développement envisage de financer 5 opérations, à savoir un programme d'appui budgétaire, un programme d'appui institutionnel, le projet d'alimentation en eau de la ville de Bamako à partir de la localité de Kabala, un programme d'aménagement agricole et de sécurité alimentaire et enfin le projet de route Zantiebougou, Kolé-Dieba, frontière de Côte d'Ivoire. Ces projets ont été retenus suite à la politique de restructuration du portefeuille de la banque. La restructuration du portefeuille a permis de dégager des ressources supplémentaires de l'ordre de 60 milliards de francs CFA, obtenu des soldes des prêts des projets non performants et destiné au financement de nouvelles activités qui correspondent mieux aux priorités du moment. Pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de sa feuille de route, la BAD met environ 115 milliards de francs CFA à la disposition du Mali. Lorsque nous comprenons bien les procédures du bailleur de fonds,
alors les taux de décaissement anormalement bas, cela n'arrivera jamais. Avoir un taux de décaissement anormalement bas signifie que l'argent est en train de dormir dans les caisses d'un partenaire qui ne demande qu'à nous le donner, que pendant ce temps-là, nous sommes en train de payer des frais pour ces sommes-là qui sont en train de dormir, et pendant ce temps, les populations en ont besoin. Cela n'est pas normal. Les travaux de la rencontre ont été sanctionnés par des communications entre autres relatives aux difficultés dans l'exécution des projets et l'amélioration de la performance du portefeuille de la banque au Mali. C'est demain 5 avril 2013 que le Haut Conseil des collectivités célèbre la journée anniversaire de l'institution. À cette occasion, son président invite les conseillers nationaux et la presse à prendre part à cette journée à son siège demain à 8h30. Une vingtaine de morts côté terroriste, 2 morts côté malien et 10 blessés. C'est le bilan des derniers événements qui se sont produits récemment à Tombouctou. C'est l'information donnée cet après-midi par le directeur de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA au cours d'une conférence de presse, Fademba Keïta. Au cours de cette conférence de presse, la direction de l'information et des relations publiques des armées, il a surtout été question des récents événements survenus à Tombouctou. Le bilan des combats est d'une vingtaine de morts côté terroriste. Les forces armées maliennes ont perdu un sous-officier et un soldat. Selon les conférenciers, du début des opérations au 31 mars 2013, nos militaires ont perdu 66 hommes. Répondant aux questions des journalistes sur le sort de Kidal, il rassure les populations que l'arrivée de l'armée malienne dans cette ville ne saurait tarder. À propos du déploiement des parachutistes qui sont aussi une composante de l'armée, le lieutenant-colonel Suleiman Dambélé invite les journalistes à ne pas en donner un cachet particulier. Les forces armées et de sécurité maliennes et leurs alliés se disent décidés à traquer sans relâche les terroristes et narcotrafiquants sur l'ensemble du territoire national. Pour ce faire, ils comptent sur la cohésion de toutes les forces vives de la nation. Une session de réflexion avant projet de loi portant répression contre l'enrichissement illicite se tient depuis ce matin à Bamako. Organisée par le ministère de la Justice, Garde des Sceaux, cette session a pour objectif de valider le dit projet de loi avant de le soumettre au gouvernement pour adoption. Compte rendu Garibou Pérou. L'enrichissement illicite, la corruption et les autres infractions assimilées constituent une menace pour l'économie de notre pays. Ils compromettent dangereusement les valeurs judiciaires et précarisent toutes les perspectives du développement socio-économique. Ce qui est dramatique, les délinquants financiers s'enrichissent illicitement, l'État s'appauvrit, car ce qui doit sortir de la caisse de l'État est tout simplement majoré. Face à cette situation, le département propose un nouveau projet de loi portant répression contre l'enrichissement illicite. Il s'agit, à travers cette loi, de donner les moyens au pouvoir public d'extirper de la société malienne des pratiques insidieuses, non conformes à nos mœurs, qui créent l'injustice sociale et paralysent le développement du pays. Les poursuites judiciaires engagées contre les auteurs des biens mal acquis sont souvent infructueuses. Les prédateurs des fonds publics ne puisent plus comme avant dans la caisse de l'État, mais ils s'y servent en amont ou en aval avec intelligence. Il est dit dans ces pays que sous la Première République, les Maliens avaient honte de voler. Sous la Deuxième République, ils avaient peur de voler. Depuis, on n'a ni peur ni honte d'être indexés comme voleurs. Cette session de réflexion issue des recommandations des États généraux sur la corruption et la délinquance financière doit permettre aux participants de faire des exposés afin de valider et d'engager le processus d'adoption d'une lutte contre la délinquance financière en rapport avec le gouvernement. Ce combat contre l'impunité et la délinquance financière est un combat pour la plupart des Maliens choqués dans leur quotidien par une inégalité sociale, selon le ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Sommet de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, les pays de la région entérinent le retrait des troupes sud-africaines de Bangui. Ils proposent par la même occasion la mise en place d'un collège qui va exercer le pouvoir en Centrafrique. La communauté des États de l'Afrique centrale est ferme sur cette décision de refus de reconnaître le nouveau président autoproclamé. C'est le premier sommet de la communauté économique des États de l'Afrique centrale depuis l'arrivée des rebelles au pouvoir en République centrafricaine. En N'Djamena, les chefs d'État de la CEEAC refusent de reconnaître le président autoproclamé centrafricain Michel Djotodia. Ils demandent la mise en place d'un collège
qui va exercer le pouvoir exécutif en Centrafrique. Ce collège va désigner, pour la période de transition, un président. La transition ne doit excéder les 18 mois, au grand maximum. Le nouveau pouvoir centrafricain est d'accord. Les discussions de N'Djamena auxquelles Jacob Zuma a participé ont aussi débouché sur une mesure de haute portée géopolitique, le retrait des soldats sud-africains de la République centrafricaine. Sans constituer la CEAC, Pretoria avait déployé plusieurs militaires à Bangui pour protéger le président François Bozizé, alors aux prises avec la coalition Séléka. Au cours des combats pour la prise de la capitale, les rebelles ont tué entre 13 et 36 soldats sud-africains, une vraie tragédie à Pretoria. Il y aura forcément une conséquence dans la manière dont l'Afrique du Sud projette finalement son influence et son pouvoir à l'extérieur de ses frontières. Mais ceci dit, je pense que l'Afrique du Sud a un rôle à jouer dans le reste de l'Afrique. L'Afrique du Sud est probablement le seul pays africain qui a la volonté et peut-être aussi la capacité de projeter autant sa puissance sur le continent. D'après ce spécialiste des questions de sécurité et de défense basé à Pretoria, il y aura un avant et un après Centrafrique. L'Afrique du Sud devrait apprendre à mieux prendre en compte le rôle des organisations sous-régionales comme la CEAC dans la résolution des crises. C'est la condition pour devenir la grande puissance africaine. Le président français François Hollande est depuis hier au Maroc pour une visite officielle de 2 jours afin de consolider les relations économiques avec ce pays du Maghreb. Cette visite d'un président français de gauche sur le sol africain suscite toujours la curiosité ou l'émoi des observateurs qui se demandent s'il serait l'homme qui mettrait fin à cette France-Afrique tant décriée. Suivons. 48 heures, tambour battant pour réaffirmer les liens forts entre la France et le Maroc. Quelques heures après son arrivée, devant la communauté française, François Hollande se risque à une blague sur la pluie qui le poursuit dans ses déplacements. Je viens, il pleut. Je perpétue donc là aussi une tradition. Mais le cœur n'y est pas. Préoccupé par le scandale qui éclabousse son équipe, le président français ne laisse rien transparaître. Pas un mot sur l'affaire. Ici, inauguration au pas de charge d'une station d'épuration. Quelques minutes pour saluer la foule sur cette place de Casablanca jonchée de tapis pour l'occasion. Puis des accords et des contrats. Une trentaine au total, signés avec le roi, la plupart autour du futur TGV Tanger-Casablanca. Enfin, devant le Parlement marocain, François Hollande a rendu hommage à la volonté réformatrice du roi Mohamed VI. La France a confiance dans le Maroc. Votre pays, chaque jour, accomplit des pas décisifs vers la démocratie et notre devoir, c'est de vous accompagner. Mais le Maroc s'affirme comme un pays de stabilité et de sérénité. Le Maroc, partenaire économique aussi. Paris invite les entreprises françaises et marocaines à s'associer pour investir en Afrique. Une soixantaine de grands patrons français étaient d'ailleurs du voyage. La France, qui a perdu sa place de premier fournisseur du Maroc, compte la reconquérir. Encore un défi pour un président français au plus bas dans les sondages. Retour à l'actualité nationale, nous entamons une large page de conseil d'administration. L'agence d'exécution des travaux d'entretien routier Ageroute a tenu ce matin la 12e session de son conseil d'administration. La session a permis d'examiner et adopter le rapport d'activité de 2012, le procès-verbal de la 11e session. Elle a également permis aux administrateurs d'adopter le projet programme 2013 ainsi que son bilan financier. Pour cette année 2013, l'Ageroute entend non seulement consolider les acquis de l'exercice écoulé, tout en apportant le changement dans la façon de travailler. Pour 2013, le budget adopté est chiffré en recettes et en dépenses à plus de 16 milliards de francs CFA. Compte rendu Abdraman Maïga. Cette 12e session du conseil d'administration de l'agence d'exécution des travaux d'entretien routier Ageroute avait à son ordre du jour des sujets d'une importance capitale pour le devenir de cette structure d'intérêt national créée en 2006. Parmi ces sujets, il y a l'adoption du rapport d'activité 2012, l'adoption du projet de budget 2013 et le programme d'activité 2013.
Pour cette année 2013, les administrateurs placent cette session sous le signe du changement. Changement qui verra la consolidation des acquis et la formulation de nouvelles stratégies pour la réalisation de certaines activités indispensables, sinon prioritaires, dans notre pays. Notamment la construction des routes Sikasso-Heremakonon longues de 45 km et Banyangara-Douanza longue de 145 km. 2013 s'inscrit dans le renforcement des acquis, dans l'amélioration constante de la qualité des travaux et du relèvement du niveau de service de route afin que nous répondions à la mobilité des personnes et des biens. 2013 verra également la mise en œuvre des projets d'entretien routier dans les régions du nord du Mali et le démarrage de la construction du siège de l'AGEROUTE, la poursuite des travaux d'entretien de la route Sandari-Kaïdiboli. Le budget de 2012 était d'environ 6 milliards 500. Ça, c'est comme je l'ai dit, toutes les régions nord étaient amputées. Là, cette année, ce budget a connu une hausse d'environ 12 milliards. Toutes les réactions de l'agence au fil des années témoignent à plus d'un titre les efforts que nous avons déployés et les résultats enregistrés dans le sens de la réalisation des objectifs qui nous ont été assignés par le gouvernement. Ce conseil d'administration a également été l'occasion pour les administrateurs pour réfléchir et trouver des alternatives aux difficultés qu'a connues l'AGEROUTE en 2012. Parmi ces préoccupations, il y a la dégradation accentuée des routes du nord du Mali et celle du corridor d'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité. Ces routes, par les effets de la crise qu'a traversé notre pays, n'ont pas été entretenues en 2012. L'Agence pour l'aménagement et la gestion des zones industrielles ASIESA a tenu sa 9e session ordinaire. C'était ce matin dans les locaux de l'agence. Cette session est essentiellement consacrée à l'examen du budget. Le budget de 2013 est estimé à 1,5 milliard de francs CFA. Fatoumata Kone. Au cours de cette 9e session ordinaire de l'Agence pour l'aménagement et la gestion des zones industrielles ASIESA, administrateurs et gestionnaires vont examiner le budget de 2013. Un budget estimé à 1,5 milliard de francs CFA. Ce budget est sensiblement égal à celui de l'année écoulée. En plus de sa mission première qui est l'identification, la délimitation et le bornage de terrains à vocation industrielle dans différentes localités du Mali, ASIESA prévoit d'autres études. Nous sommes sur un certain nombre de chantiers. La zone industrielle de Djalakorobougou. Nous avons d'autres chantiers dans d'autres régions. La zone industrielle de Ségou qui fait 240 hectares. La zone industrielle de Kaï qui fait 150 hectares. Ce sont les 3 sites qui ont fait l'objet d'études et même d'application des plans de lotissement. L'année écoulée a été caractérisée par d'énormes difficultés. Pour éviter cela, les administrateurs ont pris des précautions. Mais d'ici que nous ayons les financements souhaités, nous avons mis en place des mécanismes qui nous permettent pour le moment de faire appel à la participation des bénéficiaires de ces parcelles. L'Agence pour l'aménagement et la gestion des zones industrielles ASIESA a été créée en début 2000. Cette jeune structure veut relever des défis liés à l'aménagement des zones industrielles. Pour ce faire, 2 programmes sont en vue. Il s'agit du programme d'aménagement de la zone industrielle de Djalakorobougou et celui de 10 zones industrielles à travers le pays. Le réseau Climat Mali a tenu cet après-midi sa 2e assemblée générale. C'était l'occasion pour les membres du réseau de dresser le bilan des activités réalisées en 2012 et de faire des projections pour l'année 2013. Le réseau Climat Mali enregistre de nouvelles adhésions à la faveur de cette assemblée générale. Le coût des différents projets réalisés s'élève à plus de 2 milliards de francs CFA. Reportage Youssouf Diakité. Cette 2e Assemblée générale du réseau climat fait le point des activités de 2012. Une année qui a été marquée par la crise institutionnelle, sécuritaire, sociale et donc environnementale. C'est pourquoi les acteurs tous se retrouvent pour faire des projections. L'objectif est simple, gagner le pari du combat contre la dégradation de notre cadre de vie. Malgré cette situation de crise, le réseau a pu faire des réalisations, notamment dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, de l'agriculture et de la foresterie. Et durant cette année, durant l'année 2012, le réseau a eu à mobiliser plus de 2,5 milliards pour ses membres, a eu à réaliser 28 projets, c'est-à-dire un petit de développement socio-économique durable pour atténuer les impacts des changements climatiques sur les populations les plus vulnérables,
donc dans tous les secteurs essentiels. Le réseau se fixe comme mission principale de contribuer à la sensibilisation, à l'information du public, à l'amélioration des connaissances sur les changements climatiques. L'objectif, selon les responsables du réseau, est d'arriver à la sécurité alimentaire au profit des populations, dont l'un des maillons reste le transfert des technologies. La technologie n'est pas seulement peut-être la daba ou la charrue. La technologie, c'est des méthodes, c'est même des simples calendriers, et savoir quand est-ce que je dois faire mes semis, par exemple, quand est-ce que je dois récolter, quel type de semences je dois avoir, la qualité des semences. Aujourd'hui, on ne peut plus prendre n'importe quelle graine pour aller semer, parce que les conditions ont totalement changé. Le changement fondamental du climat aujourd'hui a apporté, toutes les solutions sont apportées par les technologies. Tous conviennent que l'adaptation aux effets des changements climatiques ne doit pas être basée uniquement sur l'introduction de nouvelles techniques ou mesures. Elle doit également mettre l'accent sur les capacités et savoir-faire locaux. À Tombouctou, l'ONG internationale Agro-Action allemande a procédé au lancement des activités de distribution des vivres et non-vivres aux ménages affectés par la situation actuelle dans les communes urbaines de Tombouctou, Goundam et Tonka. Ces dons, composés entre autres de riz, de nattes, de couvertures, de moustiquaires et de savon, ont coûté à l'organisation 282 millions de francs CFA. Le reportage de Yeya Tandina avec la voix de Garibou Pérou. L'ONG Agro-Action allemande au chevet des populations de Tombouctou, Goundam et Tonka. Elle vient de leur apporter une assistance alimentaire et non alimentaire d'une valeur de 282 millions de francs CFA. Assistance composée de 550 tonnes de riz, des nattes, des couvertures, des moustiquaires, des serviettes, des cartons de savon et j'en passe. Une réponse de ses partenaires allemands à l'appel des autorités nationales. L'évaluation rapide effectuée par la Bettinger Prix à Tombouctou, Goundam et Tonka du 5 au 12 mars 2013 ont révélé que plus de 68% des populations sont en difficulté alimentaire. Face à cette situation alarmante que vivent ces populations, Weltinger-Ilfi ne peut rester indifférent car notre préoccupation est et demeure le bien-être humain. Et d'autres suivront. Alors nous en ferons un bon usage et réellement qu'ils en soient remerciés. Et à cet effet, j'appelle les uns et les autres à se nourrir d'espoir. Tant qu'on vit, l'espoir est toujours là. Cette assistance constitue une bouffée d'oxygène pour ces populations qui manquent de tout après 10 mois d'occupation terroriste. Je ne saurais terminer sans remercier au nom de toute la population de Tombouctou, les autorités militaires, maliennes et françaises, le gouvernement malien, les organisations humanitaires et tous ceux qui ont contribué à atténuer les souffrances de nos populations. Agro-Action allemande est une organisation internationale qui intervient au Mali depuis 40 ans dans les domaines de l'humanitaire, de l'hydraulique, de l'éducation et de la sécurité alimentaire. La Direction générale des douanes informe le public, notamment ses collaborateurs et autres partenaires techniques et financiers, du retour de son administration dans ses anciens locaux,sis à Faladier, près de la Tour d'Afrique, depuis le mercredi 27 mars. Sport football, compétitions africaines des clubs, les 11 créateurs de Nyarela jouent demain en 16e de finale retour de la Coupe de la Confédération contre l'Étoile sportive du Sahel de Tunis. Un match décisif pour l'équipe de Nyarela qui avait été battue à l'aller 2-1. Al-Jumatina est allé à la rencontre des 11 créateurs à l'entraînement au stade de Modibo Keïta. Voici son reportage. Concentration, confiance et prudence sont les vertus cultivées par les 11 créateurs avant d'affronter l'Étoile sportive du Sahel de Tunisie. On a passé en revue tous les scénarios possibles à l'entraînement, tant la rencontre de vendredi est déterminante pour la qualification. Et l'équipe de Nyarela, qui aspire progresser sur la scène africaine, n'est pas prête pour l'instant à bouder ses plaisirs. Cette mission est un peu difficile, mais rien n'est impossible. On a commencé les détails depuis notre retour à Tunis. On a commencé de corriger les détails, on continue à corriger. Ça va être un match très ouvert des deux côtés. On va essayer de franchir ce cap de la qualification. Le but inscrit en Tunisie, malgré la défaite 2-1, permet aux protégés de Sekouma Sresila
de garder intactes leurs chances de qualification. C'est la première fois que l'on se qualifie en Coupe africaine. Donc, on dit, bon, voilà les gars, on a joué le premier tour. Le deuxième tour, ça ira. Bon, voilà, malgré qu'on a perdu chez eux, on va essayer d'obtenir la qualification chez nous. C'est une équipe qui est bien tactiquement, techniquement aussi ils sont bien, mais ce qu'on a pu remarquer, c'est une équipe qui n'aime pas le contact. Donc ici, on va essayer de faire notre possible, essayer de les pousser, toujours à la faute, pousser jusqu'à aller pour pouvoir marquer ce but. Les étoilés de Sousse, qui viennent d'obtenir leur ticket pour le play-off du championnat tunisien, ont rallié mardi la capitale malienne. Une chose est sûre, la cuvée 2013 des 11 créateurs n'a qu'une seule ambition, c'est qualifier pour le tour suivant. Depuis quelques jours, la nouvelle fait beaucoup de commentaires, suscite la curiosité chez les uns, invite à la réflexion chez les autres. Il s'agit de cette sève de fruits de l'arbre Sana portant des inscriptions divines et des portraits de personnages. Ce fruit a été ramassé par des travailleurs dans le village de Kodjeran, dans la zone de Yamfolila. Notre équipe de reportage est allée aux nouvelles. Nous faisons le point avec Ibrahima Traoré. C'est de cet arbre appelé Sana que serait tombé le fameux fruit portant le nom d'Allah et de son prophète Mohammed, paix et salut sur lui. L'insolite s'est produite il y a quelques jours sur le site minier de Wassoulor à Kodjeran, dans la région de Sikasso. Le fruit est découvert par hasard par un employé de la mine. Il est chrétien. Nous l'avons rencontré avec certains de ses collègues, également présents sur les lieux, au moment où se produisait ce que d'aucuns appellent depuis quelques jours un miracle. Donc quand j'ai vu, j'ai regardé, ça c'est écrit. Maintenant, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai pris pour bien regarder, c'est écriture. Donc j'ai montré à un autre collègue, maintenant, lui il a regardé, il dit oui, que ça ressemble beaucoup à l'écriture arabe, que lui aussi il ne peut pas lire. Il a donné à un autre bilis, c'est lui qui a lu. Bon, lui il a lu, tout le monde a pris pour y regarder. Bon, on a regardé, essayé de regarder si quelqu'un a écrit ça dessus. On a regardé de toute façon, non, c'est pas écriture. C'est pas quelqu'un qui a fait ça. La nouvelle défraie actuellement la chronique, surtout à Bamako. L'image du fruit se trouve partout, dans les journaux, dans les téléphones portables, sur le net et certainement dans les salons très bientôt. Le patron de la mine précise qu'en observant bien le fruit, l'on découvre aussi plusieurs autres signes extraordinaires. À Wassoulor, on est persuadé que ce mystère est un message, une invite à la tolérance et surtout à la croyance en Dieu. Pour l'instant, l'arbre est bien sécurisé par les employés de la mine. Le fruit en question est jalousement gardé par le premier responsable de Wassoulor. Les mystères de la nature. La desserte en électricité sur le réseau énergie du Mali s'améliore et va s'améliorer dans les jours à venir. Les délestages encore en cours pourront ainsi être jugulés dans un avenir proche. L'État a en effet mis la main à la poche et mis à la disposition de la société EDEM SA une subvention pour faire face à la crise des trésoreries. Des dispositions donc sont prises pour que les coupures d'électricité ne deviennent plus qu'un triste souvenir. Nous en parlons ce soir dans l'interview de la semaine. Yaya Konaté reçoit Makan Aliou Tunkara, le ministre de l'énergie et de l'eau. Entretien à suivre après ce journal. Voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à tous ceux qui ont pris part à sa réalisation. Je vous donne rendez-vous demain pour la grande édition. Retrouvez d'ailleurs ce journal en tapant notre site www.ortm.ml. Tous derrière les forces armées du Mali et les alliés pour la victoire finale et qu'Allah bénisse le Mali. Au revoir.